Salut mes nakama, c'est Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler du chapitre 824, encore une fois un chapitre avec plein d'informations, c'est absolument dingue. On a toujours l'impression que ça va se calmer un moment, mais non, il nous envoie encore plein de trucs à la gueule. Je sais pas comment il fait pour nous surprendre autant. On a des informations sur les révolutionnaires, sur Barbe Noire, la marine, Jack, Kaido, Senji, l'équipage. On ne sait plus où donner la tête, c'est un truc absolument de dingue. Et je pense que même cette critique-analyse va être en deux parties, il y a tellement comme choses à dire, et une théorie plus poussée sera présente carrément la semaine prochaine. Allez hop, c'est parti, on va voir tout ça en détail dans la critique-analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 824. Alors je sais pas si vous l'entendez, mais ma voix est un petit peu cassée. Voilà, j'ai un gros rhume, donc j'espère que la voix, elle, va tenir justement jusqu'à la fin de ces deux vidéos. On va commencer par parler de la grosse information, il s'agit tout simplement de Barbe Noire contre les révolutionnaires. Alors je sais pas pour vous, mais moi personnellement, quand on a eu l'annonce au chapitre 823, c'est-à-dire la semaine dernière, de la destruction de Baltigo, je pensais qu'on n'allait pas avoir d'informations tout de suite, que c'est quelque chose qui allait être fait beaucoup plus tard, au moment de la rêverie, une information sur Sabo ou Dragon, etc. Mais non, là on a directement les infos, et par contre elles sont un petit peu à prendre au conditionnel, car c'est des informations qui sont liées au journal que lit Pedro, et on sait déjà que dans un journal comme ça, on avait annoncé tout simplement la mort de Jack. Jack, il n'était pas du tout mort comme on a pu le voir précédemment. Enfin maintenant, même dans ce chapitre-là, on a pu le voir, mais on en parlera tout à l'heure. Là, ce qu'on apprend, c'est simple. On apprend que le gouvernement mondial, suite à une annonce anonyme, donc là tout de suite je pensais que ça allait être Barbe Noire, mais non, ce n'est pas Barbe Noire, car on apprend que Barbe Noire justement est encore sur l'île juste après. Enfin, c'était une information de Kuzan ou quoi que ce soit. Mais là, ce qu'on apprend, c'est que le gouvernement mondial a envoyé la marine Elsa Farpool, donc c'est quand même énormément de force, hein, quand même. Puis on peut imaginer que la marine n'ait pas envoyé seulement que un ou deux bateaux, ils ont peut-être même envoyé carrément un amiral. Je pense, ça aurait peut-être été le bon moment de voir l'amiral vert, on va l'appeler comme ça, le taureau vert, c'est ça, et ils ont envoyé des forces sur place, mais quand ils sont arrivés, l'île de Baltigo le QG était déjà détruit, et il y avait Barbe Noire qui était sur place, et il y a eu une altercation entre Barbe Noire et Elsa Farpool, et après Barbe Noire, comme à son habitude, a décidé de se tirer. Et la dernière information importante, et plutôt même une non-information, et ça c'est Pedro qui le dit, c'est-à-dire que dans le journal, il n'y a aucune mention de Sabo ou de Dragon, malgré le fait que dans le chapitre 823, on ait vu tout en bas des sortes d'images qui leur ressemblaient et qui laissaient suggérer justement que peut-être Dragon, Sabo et d'autres personnes du QG du révolutionnaire avaient été arrêtés. Et le fait que ça soit pas mentionné montre qu'ils sont encore libres et qu'ils sont planqués quelque part. Car concrètement, le gouvernement mondial, à quelques jours de la rêverie, aurait utilisé cette information comme un gros coup de pub, c'est-à-dire qu'au moment de la rêverie, il se serait installé devant les autres en disant « Regardez, on a réussi à arrêter l'armée des révolutionnaires, vous pouvez nous faire confiance, il n'y a aucun problème, nous maîtrisons le monde et vous pouvez prospérer dans vos royaumes comme vous voulez. » Et je pense que ça, encore une fois, le fait qu'il n'y ait pas cette information laisse beaucoup d'espoir pour la suite. Avec toutes ces informations, personnellement, je pense que l'informateur anonyme pour le gouvernement mondial, c'est un révolutionnaire. Là, on rentre carrément dans la psychologie de Dragon, c'est-à-dire que c'est un mec qui a l'air quand même de beaucoup penser, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre et qui aime bien un petit peu déplacer ses pièces et qui a peut-être des coups d'avance sur Barbe Noire et aussi sur la marine. Le but principal des révolutionnaires est de détruire le gouvernement mondial afin de rétablir un véritable équilibre au niveau du monde. L'inconvénient, c'est que s'ils détruisent le gouvernement mondial, ça laisse le champ libre carrément à tous les empereurs de l'autre côté, parce qu'on sait que le monde de One Piece est géré par une sorte d'équilibre des forces qu'il y a entre la marine, entre les pirates, entre les Yonkou. Enfin, il y a tout un système qui est en place, et si on détruit le gouvernement mondial, obligatoirement de l'autre côté, ça donnait plus de force aux empereurs. Et Barbe Noire n'est pas quelqu'un qui a l'air d'être facilement soudoyable, c'est quelqu'un qui a l'air d'être barré dans sa tête, qui a directement un projet, et ça, Dragon l'a peut-être vu. Et au travers le fait que Burgess était retrouvé sur l'île de Baltigo, Dragon a utilisé cette information pour faire une pierre de coups. Parce que c'est ça qui est génial, c'est-à-dire que en amenant Barbe Noire et aussi le gouvernement mondial
dans un but commun, c'est-à-dire de détruire les révolutionnaires, parce que je pense aussi que Barbe Noire doit avoir une peur des révolutionnaires, et comme certains sont très puissants, peut-être qu'il peut en même temps récupérer le Mera Nomi et d'autres fruits du démon, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui est quand même aussi important pour Barbe Noire. Si Dragon arrive à les attirer tous les deux au même instant, au même moment sur l'île de Bakugo, et que eux, au préalable, ils se sont déjà déplacés autre part, les deux forces en présence vont presque s'auto-annihiler. C'est-à-dire qu'il va y avoir une faiblesse au niveau des forces de Barbe Noire suite à l'altercation qu'il y a eu avec le gouvernement mondial, et le gouvernement mondial, pareil, va être affaibli. Et ça, c'est aussi un double coup, c'est-à-dire que pour amener des forces de la marine au niveau de Bakugo, ils ont dû enlever ces forces d'un autre endroit, et ça veut dire moins de forces pour aller défendre la rêverie. C'est-à-dire que maintenant, Dragon a vraiment le champ libre pour faire un truc vraiment marquant sur la rêverie, qui est quand même le symbole du gouvernement mondial, et pouvoir mettre en place, je sais pas, la destitution de certains membres, on ne sait pas ce qui peut se passer, mais tout ce qu'on peut imaginer, c'est que maintenant, la rêverie, du fait d'avoir envoyé plein de monde sur Bakugo, est maintenant sans défense. Vu qu'on a parlé de Dragon, maintenant on va parler du fiston, on va parler tout simplement de Luffy. Et là, on a eu plein d'informations sur l'équipage et sur le trajet, deux informations qui sont importantes. Premièrement, on a le fait que Luffy sait pas cuisiner, mais ça, en un sens, on s'en doutait complètement. Et aussi le fait que Luffy ne sait pas qui est son père. On va commencer par parler par la deuxième information. C'est le fait tout simplement que Luffy ne connaisse pas son père, alors qu'il a eu l'information il y a déjà très très longtemps. C'était au moment du départ de Water 7, où justement Garp lui annonce que son fils, c'est le Dragon, le leader de l'armée des révolutionnaires, et donc que Dragon est aussi le fils de Luffy. Et là, on voit que Luffy n'avait même pas fait de recherche pour savoir quelle tête il avait. Ça, c'est complètement dingue, mais ça montre quelque chose qui est super important, c'est-à-dire que Luffy apporte plus d'importance à l'amitié qu'il a avec son équipage, et qui peut même plus maintenant être une sorte de famille, et il apporte plus d'importance bien sûr pour ses frères entre guillemets, qui ne sont pas des frères de sang, mais qui sont des frères liés par rapport à la cérémonie du saké, qui sont justement Ace et Sabo, et je trouve ça quand même important. Là-dessus, il y a une autre petite information qui est glissée en douce, c'est-à-dire que Luffy, en regardant le journal, voit que l'autre c'est son père, et il dit « je trouve qu'il me ressemble pas ». Et là, il y a Brook qui dit le charisme ne transpire pas sur la photo, et là ça veut dire que faut pas se fier aux photos, et ça c'est peut-être un petit indice par rapport à la photo qu'on va avoir de Pudding à la fin du chapitre, mais ça j'y reviendrai dans la deuxième partie quand on parlera justement de Senji et de son futur mariage. La première information qui était pour moi très importante, c'est le fait qu'on montre à travers le gag, le running gag, qui est quand même assez important au niveau de la nourriture, c'est-à-dire que Luffy n'est pas capable de faire de la nourriture et qu'il a utilisé toutes les réserves d'une semaine pour faire cette connerie. Ça montre que on peut être face à un gros problème lorsqu'on fait de la navigation, c'est tout simplement de se paumer et de plus avoir de nourriture et de pas pouvoir faire des rationnements. Et ça montre des problèmes qu'il y avait eu vraiment, comme j'avais dit dans ma réaction live, dans la réalité de notre monde, avec au moment des grandes découvertes sur les océans, où il y a beaucoup d'épaves qui étaient à la dérive parce que les gens tout simplement avaient crevé, puis s'étaient carrément bouffés entre eux, hein. Ça c'est encore une fois là, je vous invite à lire les paroles de la chanson Était un petit navire, parce que le premier couplet il est sympa, mais le reste c'est une véritable boucherie. Tout ça pour dire que là ça montre en évidence le problème de Senji. Senji est vraiment important, car lui il sait faire de la nourriture, mais il sait aussi rationner la nourriture. Et le fait qu'on nous montre l'importance de Senji, c'est quelque chose qui avait été fait déjà précédemment avec Oda, même si on l'avait pas spécialement remarqué. Rappelez-vous, lorsque Senji et son équipage est parti de Dressrosa et a atteint Zou, ils l'ont atteint à peu près en une journée. C'est à peu près ça. Donc on savait que, bon, ils avaient une vive carte, donc c'était assez facile, mais au niveau des intempéries et tout ce qui avait pu se passer, Nami est vraiment très très bonne pour pouvoir découvrir à l'avance les changements de temps, comme on l'a vu justement dans ce chapitre. Or, quand Luffy et le reste de son équipage a été sur le bateau de Barto et ont voulu rejoindre Zou, même s'ils avaient un moyen de pouvoir y aller, c'est-à-dire grâce à la vive carte qu'avait l'eau, qui était la vive carte de Bipou, ils ont quand même mis une semaine pour y aller. Donc à travers ce petit gag, encore une fois, il montre l'importance d'avoir un super équipage au niveau du Nouveau Monde. Et il y a aussi cette information qui était donnée par rapport à Chopper. Chopper était parti avec l'équipage de Senji, et donc Luffy avait reçu énormément de dégâts, et même s'il a été 3 jours avec des bandages,
Quand il quitte l'île de Dressrosa, Luffy est encore en convalescence. Or, quand on avait tous les autres chapitres qui étaient faits, quand il y avait un gros combat, en l'espace de, je dirais, une journée, Luffy était absolument nickel car grâce aux soins de Chopper, Chopper était là pour justement guérir hyper vite tous les traumas de l'équipage. Et encore une fois, ça, c'était montré d'une façon assez humoristique, mais ça montre encore une fois toute l'importance d'avoir un médecin, et c'est là qu'on voit que l'équipage de Luffy est quand même un équipage au-dessus des autres équipages qui peuvent être dans le monde de One Piece. Et la dernière chose à dire sur l'équipage, enfin sur toutes les aventures au niveau de l'équipage en ce moment, c'est la petite symbolique qu'il y a autour de Carotte. Il y a plein de petits dessins avec elle qui est vraiment très très bon, qui commence à me faire douter justement à ma pensée qu'elle ne rejoindra pas plus tard l'équipage. C'est-à-dire qu'on la voit tout le temps, soit en train de grignoter quelqu'un, on la voit en train de grignoter Luffy, on la voit en train de la grignoter Pedro, et à un moment, quand il y a de l'orage, on la voit, et j'avais même pas remarqué que c'était elle, on la voit prendre ses oreilles, se la mettre juste comme ça, et elle a peur de l'électricité, et elle a dit c'est un électro, et c'est dingue parce que toutes les attaques qu'on a vues des Minks sont à base d'électricité, et même l'attaque de Raizu est à base d'électricité. D'ailleurs, on peut peut-être penser que Raizu, le ninjutsu de l'électricité, il l'a peut-être eu avec le contact avec les Minks, pourquoi pas, ça on pourra peut-être en parler comme ça plus tard, mais le fait qu'elle ne connaisse pas l'électricité ou qu'elle en ait peur peut montrer aussi plus tard des super grosses attaques à base d'électricité. Donc ça c'était le petit truc encore une fois qui nous est suggéré d'un côté à travers une seule case. Et maintenant, on va parler de notre ami Jack. On va faire un petit détour par Zou où on voit quand même qu'il y a Inuarashi qui est toujours dans le doute de savoir comment Jack a fait pour trouver l'île et qu'il y a sûrement une vive carte et qu'il espère justement que cette vive carte est tombée dans le fond de l'océan avec Jack. Et on voit aussi que Vanda s'était inquiété de ne pas voir Carotte sur l'île, donc ça doit montrer qu'elle fait quand même pas mal de fugues. Et en un sens c'est Barité, c'est comme ça qu'il s'appelle le petit singe, qui avait été soudoyé par Carotte pour justement qu'il ferme sa gueule. Oui, là on peut dire sa gueule parce qu'un singe ça a une bouche, autant pour moi, pour qu'il ferme sa bouche pour justement qu'il garde le secret. Et là bien sûr on va aller sur le truc absolument génial, c'est que Jack est toujours vivant et qu'il est au fond de l'eau. Et ça, en un sens, c'est complètement génial, car on apprend tout simplement que Jack est un homme poisson, car il est au fond de l'eau, et qu'il arrive encore à respirer, mais qu'il ne peut pas bouger. Ça, c'est dû au fait tout simplement qu'il a un fruit du démon, et comme l'avait dit Ichiro Oda, le fait d'avoir un fruit du démon, quand tu es en contact de l'eau, tu perds de la force. Et là, vu qu'il est immergé dans l'eau, il a plus de force du tout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est comme une enclume, c'est-à-dire qu'il tombe. On peut pas penser qu'un homme poisson ne sait pas nager, c'est complètement débile de penser ça. Mais le fait qu'il ait un fruit du démon, donc il ne peut pas. Par contre, il y en a beaucoup qui ont remarqué, et oui, ça c'est sûr et certain, c'est aussi pour ça d'ailleurs que moi j'avais pas trop validé le fait qu'il soit un homme poisson par rapport à ses dents, c'est qu'on n'avait aucun autre attribut. C'est-à-dire qu'on n'avait pas vu d'aileron, on n'avait pas vu de palme au niveau du doigt. Et là, peut-être que Jack n'est pas un homme poisson, mais quelqu'un comme la race de Dillinger, c'est-à-dire qui est un mi-homme, mi-homme poisson. C'est un non-homme poisson. Voilà, on va dire ça comme ça. Et donc, lui aussi, peut-être que quelqu'un a une vive carte qui fait partie de l'équipage de Kaido et qui arrivera à aller le chercher, vu que l'enculé de Apu avait annoncé à Kaido qu'il n'y avait plus de contact avec Jack. Bon, je pense qu'on va arrêter ici la première partie, qu'on doit arriver bientôt aux 15 minutes. Il reste encore plein de choses à dire, que ce soit sur Kid, sur Kaido et même sur Sanji. Et justement, on va voir tout ça dans la deuxième partie de la critique analyse du chapitre de la semaine, le chapitre 824.